Ceux qui sont derrière dans la salle, d'avancer. C'est le dernier panel. On va être plus proches les uns des autres. Comme ça, on va vous voir mieux. Vous allez nous voir le panel plus clairement. Ce n'est pas la peine de rester vraiment à l'arrière. Avancez, s'il vous plaît. Qadmou. Venez, prenez, il y a de la place devant, c'est pour vous. Et c'est gratuit. Félicité. تا ولاديك ما عينكمش مش قدموا. Allez-y. Oui. فاتن. قدم قدام يا فاتن. قدم قدام. Il y a de la place. يجي بحثنا يجي. يجي, c'est le dernier panel, ça y est, on a terminé. On va être entre nous tous. Bon, je pense qu'on peut y aller si tu veux. Okay. Je vais vous avouer vraiment un petit secret. Donc, en annonçant les thèmes de FITA 2024, je vous avoue que c'était l'un des thèmes les plus intéressants qui m'ont vraiment attiré mon attention dès le départ. Parce que c'est très profond et ça va être très utile pour les années à venir et c'est une grosse défaillance dans diverses organisations. Donc franchement, ceux qui sont pas dans la salle ont raté ça. Allez, bonne chance pour le panel et à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Lisa, et surtout merci aux participants courageux qui, après 2 longues journées, ont encore la force de suivre un dernier panel. Mais ne vous inquiétez pas, ce panel pourrait être un bon investissement. Et on va essayer de le prouver avec des panélistes vraiment de haut niveau qui sont venus témoigner déjà de leur pratique de l'intelligence artificielle générative. On va s'intéresser particulièrement à l'IA générative et surtout son impact et le potentiel qu'elle peut apporter dans les affaires. Alors bien sûr, nous pensons non seulement à la Tunisie, mais aussi à tout le continent, comment se servir de l'IA pour aller au-delà de nos frontières, et les frontières ne sont pas que physiques. Et j'aurai pour contribuer au débat professeur Faten Benaïssa, qui représente alors l'université digitale, c'est ça? Digital College, pardon. Sikerim Koundi, qui représente Deloitte. Christian
de Axipo, c'est ça? Axipo, donc voilà, c'est une société, c'est une boîte, il présentera de façon un peu plus en détail ce qu'il fait. Basma Ben Kraïm et Razi Melieni de la COGEFA. Mais je vais vous laisser quand même, peut-être avant de démarrer, j'aimerais que le public sache qui vous êtes par rapport à ce sujet de l'IA. Donc votre légitimité sur le sujet, pourquoi vous êtes là, quelle est votre pratique, mais vraiment en 1 minute chacun, donc comme présentation et intérêt pour l'IA. Voilà, allez, je commence par toi, Fatou. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc moi, c'est Fatou Benaïssa, je suis la DG de Digital College, qui est une université française installée en Tunisie depuis 2 ans. Je suis également la secrétaire générale de l'ATUJ, l'Association tunisienne des universitaires des grandes écoles, et par ailleurs consultante en communication stratégique. Mon rapport avec l'IA, c'est que, en premier lieu, en tant qu'enseignante universitaire, je l'utilise dans la préparation des cours et l'automatisation des tâches administratives par rapport à l'enseignement, par rapport à l'engagement des étudiants aussi, et au sein du Digital College, on enseigne l'IA pour que les étudiants soient update aujourd'hui par rapport à ce qui se fait au niveau des supports pédagogiques. Voilà. Merci. Donc je me présente, je suis Karim Koundi, donc je suis en fait managing partner chez Deloitte Afrique. Donc je suis basé à Tunis, donc j'ai 2 rôles, donc directeur général de Deloitte en Tunisie, mais historiquement qui est mon rôle depuis un peu plus que 10 ans. Donc je pilote nos activités dans tout ce qui est tech et digital au niveau de l'Afrique francophone, dont les sujets de l'IA. Et mon lien avec l'IA, c'est le développement de l'IA dans nos propres activités, puisqu'il est en train de transformer toutes nos activités de services professionnels, que ce soit l'audit, le conseil, le juridique, fiscal, etc. Mais aussi notre rôle en tant que conseil auprès de nos clients dans l'ensemble des secteurs pour pouvoir mener cette transformation. Merci, moi c'est Monsieur Ndjobo Christian, d'origine camerounaise et tunisien par alliance. Et je suis le directeur de la société Aspro, Aspro Tunisie et Aspro France. Donc nous sommes spécialisés en cybersécurité et aujourd'hui notre outil de cybersécurité est piloté par l'intelligence artificielle. Du moins ça interagit à 99% sur les infrastructures informatiques et le reste des 10% c'est une équipe de télésurveillance qui effectue un suivi en permanence. Merci. Merci, Aslema. My name is Basma Kraïm. I'm an engineer of electrotechnical engineer. I worked in corporate world in consumer electronics, in telecom, in IT for about 25 years. The past, also that was in Germany, in Japan, in the UK, and right now in Portugal. The past 10 years, I've been advising companies on, particularly on digital transformation and growth. And naturally, I started being interested in AI. There was a moment where I realized I need to know very well what I'm advising my board members about. So I went and did an MIT course on AI. And right now, I advise companies on their strategy, on their growth, and what they need to do going forward. I also co-founded an AI startup recently in health tech. So that's it. Merci. Vous pouvez mettre votre interprète IA si vous ne comprenez pas l'anglais, hein, en direct. Bonjour tout le monde, je me présente Miliani Razi, je suis le vice-président de l'Association africaine des distributeurs pharmaceutiques, une association qui a pour mission d'améliorer l'accès aux médicaments de qualité pour le patient africain. Elle représente toutes les associations de distribution pharmaceutique africaines et les plus importantes sociétés de distribution par pays. En Tunisie, je suis le directeur général de COGEFA, Comptoir Général Pharmaceutique, une entreprise fondée depuis plus que 40 ans et l'une des plus importantes sociétés de distribution pharmaceutique ici en Tunisie. Et mon rapport avec l'IA, c'est un rapport amoureux, je pense. Depuis sa démocratisation, l'IA générative, au mois de novembre 2022, j'ai commencé à la suivre de très près, quotidiennement. Et j'ai rapidement su qu'elle est impossible à suivre. C'est important de collaborer, de créer cette intelligence collective
pour pouvoir saisir pleinement les opportunités de cette technologie. Donc j'espère que ce panel sera enrichissant pour vous et pour nous aussi. Et je cède la parole à M. Monder. Merci Razi pour ton amour pour l'IA. On va essayer de mieux comprendre les motivations de cet amour. La ruée vers l'IA a déjà démarré. Et il y a même des guerres maintenant entre les titans technologiques. Quelle est la situation en Afrique? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, dans ce panel, c'est d'abord l'état des lieux, l'état de l'art, de l'IA en Afrique, pour essayer de mieux nous positionner et dire par la suite quelle serait la meilleure trajectoire justement pour profiter de cette tendance transformative. Oui. Juste avant de passer à l'état des lieux, il y a un chiffre que j'aimerais bien partager avec vous, c'est que j'ai récemment regardé une émission de BBC Africa et ils ont en fait mentionné lors de cette émission que si l'Afrique arrive à avoir 10% du marché mondial de l'IA, alors son PIB peut augmenter de 50%. Donc là, c'est réellement, il y a des opportunités à saisir. Alors, on va expliquer après cet exemple. Effectivement, merci de le signaler, mais il y a beaucoup de chiffres. On va aller au-delà des chiffres. On veut comprendre la réalité économique déjà et quelles sont les politiques publiques qui soutiennent cette transformation. Est-ce qu'il y a un projet derrière l'IA? Parce que l'IA en elle-même n'est pas un projet, c'est un vecteur pour une transformation. Kerim. Merci. Donc là, c'est pour donner un panorama sur la tendance actuelle. Ouais, effectivement. Donc je pourrais partager quelques chiffres là-dessus, qui viennent d'ailleurs d'une étude qu'on a publiée il y a à peine une semaine. Donc le hasard fait bien les choses sur l'IA et le développement inclusif en Afrique, que vous pouvez trouver sur les pages de Deloitte. Et c'est que la première partie, il y a aussi 3 autres qui seront publiées. Mais pour résumer aujourd'hui, l'IA, il y a une forte dynamique en Afrique qui est très récente, qui date vraiment de maximum 2-3 années. La tendance qui se présente aujourd'hui, à l'horizon 2030, l'IA va représenter plus de 300 milliards de dollars donc de marché au niveau de l'Afrique. Ça va représenter à peu près entre 12 et 13% en impact sur le PIB africain. Donc ça, c'est un peu la projection sur en fait 2030. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 2500 entreprises qui en fait développent. Donc c'est pas des entreprises qui opèrent, mais c'est des entreprises qui font des solutions dans l'IA, donc à peu près 2400 ou 2500 entreprises, donc un peu partout en Afrique, donc c'est une moyenne de 50 par pays quand même, donc c'est assez important. Et l'autre chiffre intéressant, c'est les levées de fonds, parce qu'en général, le financement, c'est un indicateur important aussi de la dynamique de marché, en fait de l'IA. L'IA aujourd'hui représente moins de 15% de toutes les levées de fonds qui se font dans le domaine de la tech, dans les startups, en Afrique, donc ça paraît faible, donc 15%. Mais l'autre côté de cette histoire, c'est que les investissements dans l'IA, les financements, on est aux alentours de 900 millions de dollars cumulés en 10 ans, donc sur les 10 années passées. Mais la moitié de cette somme, à peu près dans les 450, ont été faits en 2023. Donc il y a une forte accélération qui est en train de se faire. 2022-2023, malgré la baisse des financements au niveau général, parce qu'en Afrique, il y a une baisse de presque 30 à 40% des financements dans la tech, parce que vu la conjoncture en fait, internationale, mais aussi la baisse des fintech, il y a moins de financement dans les fintech. Mais l'IA est vraiment dans le sens inverse. Donc ça va prendre une part de plus en plus importante. Et c'est en train de s'accélérer 2022-2023. Donc ça, c'est, je dirais, l'aspect relatif à la dynamique. Donc il y a une véritable dynamique qui est en train de s'installer. Une dynamique en fait, d'innovation. Donc ça, je dirais, c'est la partie pleine du verre. Et puis il y a l'autre volet qui est la partie vide du verre. On a cette dynamique d'innovation, mais en face, c'est trouver le bon équilibre avec la gouvernance. La gouvernance et tout ce qui est en fait régulation. Donc trouver le bon équilibre entre les deux pour qu'on puisse vraiment maintenir cette dynamique. Là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais il y a un véritable sujet de gouvernance. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de stratégie d'IA, donc on manque de focus et de vision. Aujourd'hui, en Afrique, il n'y a que 4 pays qui ont une stratégie IA, donc l'Égypte, le Bénin, le Sénégal et le Rwanda.
hein, donc il y a encore du chemin. Il y a besoin absolument d'avoir un cadre global pour que cette dynamique puisse vraiment se développer, hein, en termes de régulation. Enfin, il y a plein de sujets, on pourra en parler peut-être dans le deuxième tour de table. Très bien, merci. Donc on laissera la régulation pour peut-être tout à l'heure. Déjà aujourd'hui, qui sont les pays les plus avancés en termes d'utilisation de l'IA? Déjà, en pratique, on sait qu'il y a le Ghana qui s'est doté d'un grand centre de recherche en intelligence artificielle. Il y a le Congo aussi qui a un centre de recherche continental, hein, qui a été financé par l'UNICA. Donc on a des initiatives, mais est-ce que ces initiatives-là matérialisent une volonté déjà continentale de se mettre au diapason de l'état de l'art de la technologie? Peut-être une question pour Christian et pour Basma derrière. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, encore une fois, en termes d'assimilation de la technologie et de la mise en œuvre déjà de l'infrastructure qu'il faut? Yeah. I wish I could be as positive as Karim is talking. I think being passionate about what's going on in Africa right now, I'm afraid it's still very, very far away. There's an index, you can Google it, the Oxford Insights Index. It talks about the AI readiness, and the continent has the lowest score in terms of AI readiness. That is because of the infrastructure. We do have still a major lack of infrastructure in terms of, I think 60%, if I recall the figure correctly, 60% of our youth in Africa is still not connected, is not online. Some of the infrastructure that is built is still built by the major, by Google, by Huawei, by Facebook, but is very, very little still. We're also talking about digital literacy, so Africa lags behind in terms of digital literacy. The second or the third item when it comes to AI, in order to talk about AI, actually, we need to have powerful machines, we need to have a lot of data. And when we look at the state of the art in terms of digital transformation of businesses, and I'm thinking now in terms of economy, when you look at the companies, their degree of digital transformation is still really, really missing. Therefore, we don't have a lot of data, and all of us have the experience of going somewhere and still seeing those kind of big books. So digital literacy and digital data is still lacking, and therefore we are behind in terms of AI. Now I'm going to have a figure that's probably, in terms of investment, I have the figures of investment in AI startups in Q3 2024. I'm going to, let me just see. So it was $4 billion US in the US, just in one quarter. It was $2 billion US in Europe. How about Africa? Who guesses that it's lower than 500 million? Raise your hand. I'm not going to start very high. Raise your hand if you think it's lower than 500 million. I mean, everybody should raise his hand right now. I didn't start at the billion, so it's 500 million. Keep your hand up if you think it's lower than 100 million euro. Keep your hands up if you think it's lower than 50 million. It was 7 million euro. 7 million euro of investment in AI startups in Q4 2023. Now this compares to billions of US dollars of investment in AI per continent, in the US and Europe. So we're really, really, really behind, okay? Donc l'Afrique n'est pas dans la course, clairement. There's a lot to be done, and I think we have the chance to talk about what needs to be done in order for us to accelerate, and I hope we still have enough people here that are decision makers in businesses and in the public sector to try to see if we can plant the seed for a lot needs to be done. Alors justement, le rôle du secteur public, on va y arriver, mais avant cela, est-ce que c'est peut-être la stratégie, c'est de la sanctuarisation? Est-ce qu'il y a un intérêt de garder justement les bases de données fermées, de ne pas s'ouvrir sur l'IA? Est-ce qu'il y a une précaution particulière? Oui, bien sûr. Oh, absolutely, absolutely. We have no choice. We must work on AI. And I don't want to be like the bad news kind of person here, but I'd like to remind everyone what happened in 2021 when Australia had the idea of blocking or telling Facebook to pay the fees for the news. What did Facebook do? They just turned off the service. So right now,
all of us are using ChatGPT, all of us are using large language models, all of us are using technologies that's developed in the US, in Europe, in China. So you can imagine, and I'm not a geopolitical expert, but I do like the topic and I read a lot, and I think you can imagine what happens if we don't have our own investments in AI. We're going to be dependent. We're not going to be autonomous. So we do have to invest in AI. It's an absolute must. Excellent. Alors, juste pour l'histoire, hein, lorsqu'on a vu la première vague des médias sociaux, type Facebook et autres, la question de est-ce qu'on réglemente, on régule, etc., s'était posée. Et après, il y a eu la pression de la société civile et bien sûr les lobbies technologiques qui ont dit non, on ne régule pas, on laisse ce compartiment économique libre. Et donc, pour l'IA, les choses ne se présentent pas de la même manière. Il y a déjà des lois. Il y a déjà, en Europe, on vient de voter le 23 mai le AI Act. Ouais, donc, mais on a mis des cas d'usage et des niveaux de risque hein, pour dire qu'est-ce qui est permis complètement, qu'est-ce qui nécessite des autorisations et puis qu'est-ce qui est interdit. Donc, on a interdit des choses. Voilà. Et les principes d'interdiction sont à prendre au sérieux parce que cela veut dire qu'il y a une crainte de domination, il y a une crainte de discrimination, il y a une crainte de sécurité, d'atteinte à la sécurité humaine, etc. Donc la dépendance et des choses de ce type-là. Donc en fait, il y a de plus en plus un travail sur les risques. Alors il y a des valeurs éthiques qui ne sont pas toujours partagées par tous et partageables, mais il y a aussi des risques technologiques. Christian, est-ce qu'il y a derrière cette frénésie technologique des précautions à prendre pour que ce ne soit pas des machines qu'on ne contrôle plus tard, qui seront hors contrôle? Oui, effectivement. Déjà, quand on parle d'IA, on parle en général d'informatique, de sécurité, quelque part, parce qu'avant d'arriver à un phénomène génératif qui fonctionne tout seul, c'est qu'on prend déjà des dispositions à savoir si on est capable de laisser la machine fonctionner tout seul. Donc oui, il y a des risques. Et puis, je pense que tout commence déjà par le point de vue, un peu comme ils ont soulevé mes collaborateurs, tout commence par un point de vue de mise en place d'infrastructures qui aujourd'hui n'est pas encore à la une, mais qui est en train d'excéder en amont. Donc je pense qu'il y a un travail, il y a beaucoup de travail à faire en Afrique déjà sur ce point, au niveau des infrastructures, parce qu'on a beaucoup de sociétés, beaucoup d'États qui ont encore des difficultés, que ce soit au niveau énergétique, comme elle expliquait ma collaboratrice tout à l'heure, au niveau des infrastructures de transport. Donc c'est déjà le premier défi qu'il faut relever. Après ce défi-là, il faut passer maintenant à la position des infrastructures informatiques, d'où l'accompagnement des solutions automatiques dont on parle de l'IA. Et oui, je pense qu'il y a des risques, mais on peut prendre des mesures pour pallier ces risques-là. Très bien. Et alors, côté éducation, comment on prépare la jeunesse, les jeunes, à mieux justement se familiariser avec la technologie, mais aussi se prémunir contre ces risques de distorsion des données, parce qu'après on peut vivre dans un monde où il y a des données qui ne sont pas fiables ou qui sont manipulées, la discrimination, l'usage, on va dire, abusif aussi, donc ça devient une dépendance, une forme de dépendance. Exact. Voilà. Oui. Comment on peut quel est le rôle de l'université pour justement préparer une jeunesse à être, allez, on va dire branchée, mais en même temps bien préparée pour ne pas sombrer dans le risque? Alors, depuis le développement justement fulgurant de l'IA, on avait remarqué que les demandes viennent plus des étudiants que de l'université elle-même. Alors, ceci dit, l'université se prépare par un effet de contamination positive. Ce qui se fait, que ce soit en Europe, aux États-Unis, etc., on voudrait réellement le faire. Par rapport à Digital College, puisque c'est une université française, on est déjà préparé. C'est-à-dire qu'à chaque niveau, on avait intégré l'IA
pour que les étudiants ne soient pas uniquement préparés pour l'utilisation de ce nouveau process, autant qu'ils l'utilisent à bon escient. Et donc, on a le niveau de l'initiation, développement, perfectionnement, jusqu'à ce que, dans le domaine professionnel, que ce soit un outil qu'ils puissent l'utiliser d'une manière, on va dire, quotidienne, ordinaire, habituelle, spontanément, naturellement, avec intelligence, certes. Voilà. Avec intelligence humaine. Exact. Et là, j'allais dire que l'élève dépasserait le maître dans le sens de l'utilisation de l'IA aussi. Comme chaque jour, on a des développements, de nouveaux développements et de l'utilisation de l'IA avec de nouvelles applications, même le professeur qui ne soit pas adapté ne serait pas au niveau de ses étudiants. Très bien. Donc l'élève dépasserait le maître. Est-ce que dans l'entreprise, l'employé pourrait dépasser son employeur? Vas-y, toi qui as peut-être un cas d'usage intéressant à partager. Sachant que l'employé peut être une intelligence artificielle. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, par rapport au cas d'usage, Mondor, on peut les classer en 3 catégories. La première catégorie, c'est la génération de contenu simple, texte, images. Bon, maintenant, on dit que c'est du contenu simple. 2 ans en arrière ou 3, c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais là, on l'appelle simple. Génération de texte, génération d'images, etc. La deuxième catégorie de cas d'usage, qui est encore beaucoup plus intéressante, c'est la synthèse et l'analyse de données structurées ou non structurées. C'est ça qui est très très intéressant. Avoir des données non structurées, l'IA générative aujourd'hui, elle est capable d'analyser et de synthétiser en fait ces données. Et la prochaine étape, c'est l'automatisation. C'est l'automatisation complète en fait de nos tâches. Donc là, nous, on est dans cette étape intermédiaire. Donc c'est avant l'automatisation complète et en utilisant cet outil selon le besoin. Voilà. Excellent. Alors justement, pour rester peut-être pratico-pratique, on va prendre un cas d'usage et un exemple. D'accord. En Tunisie, okay. Je vais le donner moi-même, comme ça peut parler à la salle. J'ai vu tout à l'heure un des exposants vendre ses produits traditionnels du terroir, donc des dattes tunisiennes, des Gletnour, donc la meilleure de la planète, forcément. Eh bien, comment on peut intégrer l'IA dans une filière dattes traditionnelle comme celle qui est là, pour aller justement sur les marchés africains? C'est une question pratique. Donc j'ai des experts, je pose la question à tout le monde. Chacun me dit par quel bout prendre voilà, ce challenge, ce défi. D'accord, merci Mondor. C'est une question très pertinente, mais la réponse à cette question, pour l'instant, elle n'est pas encore claire. On peut échanger, mais il n'y a personne maintenant qui peut dire par où commencer, où mettre de l'IA. Ça va dépendre en fait du chef d'entreprise où il veut augmenter la performance de ses collaborateurs. D'accord? Donc là, comment on peut utiliser l'IA? L'utilisation de l'IA, elle est infinie. L'IA générative, elle est infinie. Sa seule limite, c'est la créativité de l'utilisateur. D'où l'importance maintenant de travailler sur nos soft skills, sur les soft skills de nos collaborateurs, essentiellement leur créativité et leur curiosité, pour pouvoir saisir d'une façon optimale les opportunités que nous offre cette technologie. Après, on peut l'utiliser, par exemple, un cas d'usage dans le département RH, où l'IA générative peut nous faire gagner beaucoup de temps. Dans la sélection des CV, dans l'évaluation des candidats, dans l'évaluation de performance des différents collaborateurs, dans la recherche d'informations précises dans notre base de données. Donc les cas d'usage, ils sont infinis. Mais je pense que l'information clé, c'est qu'il faut savoir que cet outil, il est capable de plusieurs choses. Il faut s'y intéresser, il faut suivre, il faut monter en compétences, se former sur cette technologie. Et les cas d'usage, ils sont réellement infinis. Donc je ne veux pas limiter. Je vais voir ce que d'autres panélistes pensent de la question. Allez, tu veux prendre... Oui, alors si
Oui, si j'associe la communication à l'intelligence artificielle, je dirais que je commencerai par la création de contenu. Et dans la création de contenu, je citerai au niveau de la génération de texte, génération d'images et musique et audio. Donc là, il y a toute une création de contenu par rapport à cela. 2, je parlerai de l'IA conversationnelle. Et à ce moment-là, on créerait un chatbot peut-être pour un site e-commerce, là où il pourrait tout de suite communiquer avec cette personne, entrer en contact avec lui via cette plateforme et vendre directement. D'accord, très bien. Qui veut répondre? Basma, tu veux répondre? Yeah, I'm going to approach it as an engineer and as a process person. So I'll look at the whole value chain, and I would look at and I'm not an expert. I'm not an agriculture expert. I'm really an electrotechnical engineer. So I'll look at the palm trees. I'll look at the farm. I would think about Internet of Things, about collecting data with IoT sensors, and that's going to already help me before we even collect the dates. That's going to be giving me a lot of data in terms of weather condition, in terms of the quality of the dates, whether they are ready or not. Maybe also some information about environmental issues. Adding to that blockchain, so I'll be able to know where the dates are coming from. Then maybe depending on, I'll be thinking about my supply chain and my go-to-market, and I'll be putting in the data in terms of the demand, how much demand I have, from where, how much I should be collecting, what I should be storing in fridges, what I should be transporting where, the distribution of the different transport points. And again, I'm really not aware of the value chain, but what we do as engineers, we look at the value chain and we say, okay, where can I collect data that helps me improve the process and the workflow? Okay, and I'm not talking about marketing, I'm not talking about HR, I'm not talking about finance. These are other areas that are naturally, regardless of the type of business that you have, you can always use AI for that. C'est ton côté ingénieur, donc c'est bien. C'est du transfert de technologie, hein, donc faire du fermage avec plus de technologie. Je reviendrai vers toi et ton amour pour l'IA. Laisse-moi juste finir avec Kelly. Oui, peut-être pour ajouter, donc pour revenir à la filière date, c'est ça, hein, donc on parle de la filière date, c'est la filière date. Concret, hein. Je pense déjà, il n'y a pas... Juste pour information, la Tunisie produit bon an mal an entre 200 000 et 300 000 tonnes de dattes exportables, hein, parce qu'il y a des variétés qui ne sont pas exportables. Et ça nous coûte, en gros, allez, pour chaque kilo de date, 4 à 5 mètres cubes d'eau. En fait, finalement, on est en train de l'empreinte eau. Donc, on est en train d'exporter de l'eau, finalement, l'eau qu'on n'a pas. Donc, on est en train de tuer nos oasis. Je ne parle pas de l'empreinte carbone, ça c'est un autre sujet. Donc il y a beaucoup de choses derrière les dates. Hein. Il n'y a pas que le côté saveur. Voilà. Donc effectivement, en fait, j'allais enchaîner sur ça pour dire que justement le produit agricole des dates, c'est celui qui consomme le plus d'eau parmi tous les produits agricoles. Peut-être il y a beaucoup qui ne le savent pas, mais et ça déjà c'est un enjeu. L'IA, elle peut parfaitement aider là-dessus. Je prends un exemple réel, il y a une start-up tunisienne qui s'appelle Cibex, je ne sais pas si vous connaissez. Qui est basé en France et qui se base sur les photos satellites, donc c'est pas de l'IoT, donc en fait il n'y a pas de capteur, rien que sur les photos satellites, elle permet en fait d'optimiser tous les process en fait, d'arrosage, etc. Donc optimiser en fait la consommation d'eau. Donc ça c'est un exemple et ça utilise l'IA. Donc ça c'est un exemple, donc tout le volet optimisation de la production, hein, qui est important dans cette filière. Après il y a la phase aval. Je pense tout le process de distribution aussi. La distribution, c'est un acteur qui intervient aussi à l'export. Donc le ciblage, gérer le stock, puisque c'est un produit périssable. Et là, l'IA aussi, tellement de cas d'usage. Et je suis certain, la majorité des producteurs aujourd'hui, ils utilisent l'IA, mais sans le savoir en fait. Oui, il y a toujours un côté caché de l'IA. Christian. Alors, moi je dirais... Camerounais tunisien. Oui. Comment je vais plutôt plus m'orienter un peu dans notre cœur de métier, de comment est-ce qu'on l'implémente l'IA à notre niveau. Vous savez, avant... Pour les dates, hein, je veux rester sur la filière date. Je veux une réponse sur les dates. Sur les dates. Sur les dates. Ou une filière agricole. Ou une filière agricole. Agricole, absolument. Ça peut être le cacao, le café. Bon, après, je suis pas expert en agriculture, en espérant bien m'orienter bientôt dans ce domaine-là, en sécurité bien sûr.
Et donc, je pense que, oui, l'IA, déjà, il faut comprendre ce que c'est. Il faut comprendre que c'est une méthodologie de gain de temps pour permettre à travailler, déjà générer moins d'heures de travail et plus de rentabilité financière pour les entreprises. Donc, oui, des solutions IA au niveau agriculture seraient des solutions qui pourraient permettre déjà de trouver, d'améliorer les récoltes, notamment de travailler les problèmes climatiques et autres. Donc, je pense aujourd'hui qu'il y a des logiciels qui sont adaptés dans ce type de solution-là, qui permettent déjà de calculer parfois la position du vent et qui permet aussi de savoir quelles sont les périodes de bonne récolte. Donc après, côté sécurité, je viendrai un peu là-dessus, puisque ça fait partie aussi donc, de l'IA, quelque part. Sinon, après, derrière, on peut avoir des bugs. Donc, quand on parle système informatique, on parle de bugs de l'autre côté. Donc, ces capteurs, ces logiciels qui sont émis aujourd'hui sont des logiciels qui sont dotés aussi des systèmes de sécurité qui permettent d'avoir des résultats probants pour éviter des risques de perte de données. Parce que quand on parle de l'IA, on parle de bases de données, on parle de contenu, on parle de database, de data center. Donc, du coup, ces données, primordialement, sont sécurisées pour permettre une évolution constante et fluide. Et donc, ce qui pourrait, bien sûr, pas seulement intervenir dans le domaine agriculture, mais un peu dans tous les domaines, pour permettre au mieux la croissance. Exactement. Alors, pour précision, toutes les filières agricoles sont des filières data aussi. Hein. Donc aujourd'hui, sur l'aspect sécurité, c'est l'aspect traçabilité qui compte. Exactement. Voilà. Et la traçabilité sur la chaîne d'approvisionnement est un vrai casse-tête. Alors il se trouve qu'en Tunisie, on a plus ou moins réussi la traçabilité sur les dates, parce que c'est le secteur privé qui gère. Sur l'huile d'olive, par exemple, qui est un autre produit phare, on n'a pas du tout réussi, parce que c'est justement éclaté déjà, et c'est hyper centralisé déjà du côté vrac, et le vrac n'est pas facilement traçable. Donc là, la data est le nerf de la guerre. Et on n'arrive pas à exporter davantage, pas parce qu'on n'a pas une bonne qualité d'huile, mais c'est parce qu'on travaille par dérogation à une directive européenne qui date de 1996. Voilà, donc c'est un frein à l'export, c'est un frein au développement, mais heureusement, on ne produit pas trop de dates, en tout cas en excédent, et le Tunisien consomme l'huile d'olive locale encore, ça va. Razi, tu voulais reprendre un peu sur les dates, hein, je veux rester sur l'exemple de la date. Les pour dates, essayer de finir ce cas d'école. Après, on fera le café. D'accord. Si vous voulez bien. Par rapport au cas d'usage concernant cette industrie de date, ce qu'on peut recommander, c'est déjà de lister, si on veut intégrer l'IA générative, c'est la meilleure approche, c'est de lister les différentes tâches qu'on est en train de faire au quotidien, et après voir tâche par tâche, est-ce qu'il y a une IA qui peut m'aider à faire cette tâche. Je pense que là, c'est l'une des meilleures démarches pour pouvoir augmenter la performance de notre entreprise. Sinon, des cas d'usage pratiques, par exemple, aujourd'hui, pour faire de l'export, l'information, elle est très importante et très utile. Aujourd'hui, l'IA générative, elle est capable de chercher, de nous faire un récap quotidien sur ce qui se passe dans les différents marchés africains qui nous intéressent. Au lieu de lire des dizaines de pages, on peut avoir un petit résumé qui nous vient quotidiennement dans notre mail. Et là, l'accès à l'information de cette manière peut nous aider à améliorer nos exportations. Et d'un autre côté, un autre cas d'usage que Faith a mentionné et que je veux souligner, c'est les nouveaux chatbots humanisés. Là, chaque entreprise peut créer un chatbot et toute personne qui est intéressée par les produits de cette entreprise, entre autres ces dates-là, au lieu d'appeler par téléphone ou envoyer un email, cette personne, elle peut communiquer directement et ça va faciliter l'échange d'informations. Voilà, donc
on a 2 cas d'usage et une méthodologie. Merci, Moudr. Oui, Basma, tu voulais rajouter quelque chose? No, I just wanted to add a general comment, whether it's dates or cacao or coffee. I mean, Africa is rich of its raw material, and I remember a few years ago I did a research with a company, and the share of the value that stays in the case of cocoa in the country was in the range of 3 to 5%. And the reason is all the value is actually going to distributors, to different stakeholders in the chain, but specifically because of the brand creation, because of retail, because there's a lot of money being made on the other side. And this study was trying to try to recapture part of the value. And I think AI is going to be a major help, major instrument for companies, for African companies, especially in agriculture, to capture part of that value. One simple idea: why we're not sending more branded oil or olive oil? Because it's more expensive, because the Italians are doing a better job already. They have the brands. It's more accessible. But with AI and with different tools of marketing, with different ways of go-to-market, I think it's getting much more like we're going to be able to cut many intermediaries, and the local players will be able to generate or to have their own brands and distribute them internationally. I think it's really important to understand that in this industrial sector, AI, and there is a study, I think it was, I'm not sure if it was PwC or Deloitte, actually. Please forgive me. I can't remember. But there was a study that was talking about how much the level of productivity gain out of AI, and it was done across all the sectors, okay? And it was between 20 and 40% productivity gain. Now, agriculture is certainly going to be at least in the 20% range. On top of that, there is the gains with product innovation. That's another 30-35% of gain or profitability gain because of the product innovation. So whether it's olive oil, cacao, or oil and gas, or whatever, there is a lot of potential there, and it just needs to be explored and exploited to be able to capture that. And just one last comment, and if we don't do that, we are exporting, right? We're not going to be finding customers who are willing to pay the up price or the markup for the fact that we're behind. We're not going to be able to capture that level of productivity and profitability, and will be more expensive compared to other players in the market. Excellent, excellent, parfait. Donc, retenez bien quand même ce que vient de dire Basma, parce que je crois qu'au-delà de la productivité, au-delà du profit, il y a le fait de redéfinir peut-être les chaînes de valeur ou les chaînes tout simplement d'approvisionnement, donc autour du commerce durable et équitable. Et ça, c'est important, c'est une notion très importante. Et je crois que l'Afrique ne peut pas se développer sans cette valeur de commerce équitable et durable, pour contrebalancer justement les écarts qu'il y a eu dans le passé, où l'usage, on va dire, du capital ou le patrimoine local a été peut-être pas bien, en tout cas, utilisé à bon escient. Voilà. Sur-exploité des fois, et pas forcément au profit des populations locales. Dernier mot sur l'IA, Faten, comment on pourrait... Donc, le micro pour Faten, s'il te plaît. Excusez-moi, mais si je peux me permettre de partager avec vous, là où l'utilisation de l'IA est différente d'un pays à un autre au sein de l'Afrique d'une manière générale. Je commencerai par l'Afrique du Sud, où l'IA est orientée plus vers les métiers de santé, de l'agriculture et de la finance, via le centre Mila, où ils font des recherches justement dans le domaine de l'IA pour pouvoir travailler uniquement sur ces 3 axes-là. Alors, au Kenya, qui est pionnier dans le secteur financier, via la start-up Pezzetza, il utilise l'IA justement pour offrir les services de crédit. Et donc, il travaille surtout via l'IA dans le domaine de la finance. Le Rwanda, il utilise l'IA pour améliorer l'efficacité de l'agriculture en utilisant les drones. Le Sénégal, c'est plus orienté éducation. Et donc, on utilise l'IA pour développer différentes applications au niveau de l'éducation, de la formation et de l'employabilité. Et au Nigeria, il y a la start-up qui est spécialisée en IA générative, Deep Learn, et qui travaille sur la reconnaissance d'images et du langage. Excellent. Voilà. Donc, on voit bien que les cas d'usage et les applications se multiplient. C'est ça, exact. Quel est le rôle des États, justement, aujourd'hui, pour
déjà tirer profit de cette tendance et éviter les risques on va dire, inhérents à toute nouvelle, à l'innovation finalement. Hein. Donc le fait de perdre peut-être de la taxe sur la valeur ajoutée, si on commence à détourner les frontières, avoir peut-être des chômeurs, parce que si on commence à mettre tout, à faire tout par des robots, on risque d'avoir aussi un problème. On va gagner en productivité, mais peut-être pas en termes d'emploi, d'humains. Donc tout ça, quelle serait peut-être, ce serait une question à tout le monde, hein, à tous les panélistes. Les précautions à prendre, qui doit jouer le rôle de régulateur et de gendarme finalement? Prendre oui, justement, c'est une question très importante. Peut-être juste avant cela, il y a un véritable enjeu justement qui est à la base de tout. L'IA, comme vous le savez, tout est basé sur la data. Le data, c'est le carburant de l'IA. Donc plus la data est fiable, plus l'IA est en fait performante. Et l'enjeu avec l'IA, c'est que l'IA, ce n'est pas un simple traitement de données. L'IA, de plus en plus, va exprimer une opinion, va proposer des décisions. Et donc ça devient plus, je dirais, entre guillemets, en fait dangereux. Donc la data est clé là-dedans. Et quand on parle de data, bon, en Afrique, il y a un véritable enjeu déjà de qualité de data, mais pas que. Il y a l'enjeu de la qualité, il y a l'enjeu de la protection de la donnée à caractère personnel. Quand on a une IA qui exprime des opinions, qui donne des propositions, la protection de données, elle devient hyper importante, parce qu'on peut avoir en fait l'effet inverse, donc ça devient un double tranchant. Il y a le cadre de cybersécurité. Donc ça, c'est des cadres en fait généraux, mais avec l'arrivée de l'IA, ils deviennent de plus en plus importants. Ça, c'est le rôle de l'État aussi, de mettre ces cadres-là. Mettre en place tout le cadre en termes de régulation de l'IA elle-même, en termes d'éthique. L'éthique aussi, on parle aujourd'hui beaucoup de la morale de l'algorithme. Donc l'algorithme, en fait, quelle est sa morale? Quel est le niveau de l'éthique et le niveau de responsabilité en fait, de l'algorithme aujourd'hui? Donc il y a toutes ces questions qui se posent, et ça c'est l'État et c'est la régulation. Donc là, ça rejoint toute la question en fait, de la gouvernance. Comme je l'ai dit au début, aujourd'hui en Afrique, il n'y a que 4 pays qui ont une véritable en fait, stratégie de l'IA. Donc tout le reste, il y a 5 autres où ils sont en cours, mais tout le reste, en fait, il n'y a pas de projet en cours aujourd'hui. Donc il faut mettre un cadre à tout ça, c'est très important. Donc il y a la bonne dynamique qui est lancée, mais pour passer vraiment à la vitesse supérieure et de préserver et de protéger ce secteur, donc le cadre global en fait est important. Donc il y a la data, il y a un véritable enjeu là-dessus, donc c'est pas que la qualité, mais en fait tout ce qui est autour, parce que et pour finir là-dessus, l'IA, je pense quel que soit son développement dans le monde, le résultat d'une IA, il y aura toujours un biais. Le résultat de l'IA, il y aura toujours un biais, et notre rôle en tant qu'humain, donc à l'avenir, c'est de corriger ce biais dans tous les domaines. Donc nous allons tous devenir en fait des correcteurs de biais de l'IA. Et plus la data est peu fiable et pas sécurisée, plus le biais sera important. Et ça peut être à double tranchant. Donc c'est pour ça que j'insiste sur la data et tout le cadre autour de ça, parce que justement ça c'est la tendance aujourd'hui. Très bien, merci. Christian, peut-être qu'on va prendre comme ça, après on va faire un tour de piste vers l'audience pour prendre quelques questions juste après. Si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, par je vais rapport rajouter le rôle des États, ou d'instances supranationales éventuellement. Oui, effectivement. Donc, comme l'a dit mon collaborateur tout à l'heure, donc il a fait usage de biais. Puisqu'on parle de biais, on parle d'équité aussi. Donc c'est très important parce que en général, les modèles de l'IA peuvent reproduire ou amplifier des biais existants. Donc, cela peut entraîner les discriminations, comme on a soulevé tout à l'heure. Donc, ce qui fait qu'il faudrait bien une structuration et un suivi de formation. Je pense qu'il y a d'un côté un engagement, que ce soit de la part de l'État, que ce soit de la part des citoyens ou toute personne utilisant l'IA, devra se conformer à certaines règles pour éviter, bien sûr, tout acte de discriminatoire ou autre.
Et bien sûr, ça permet à ce qu'il y ait des partages équitables au niveau de l'éthique. Et bien sûr, il faudrait aussi soulever la confiance, parce qu'après, lorsqu'on utilise un système IA venant d'un professionnel, il faudrait déjà qu'on soit confiant. Est-ce que ça ne nous expose pas au risque ou bien au vol de données, puisque quand on parle de l'IA, on parle de data. Est-ce que nos données ne sont pas exposées? Est-ce que on est dans la bonne direction? Ou est-ce qu'on ne va pas droit dans le mur? Donc je pense qu'il a un peu tout dit. Donc on parle de biais, on parle d'équité et on parle de confiance. Donc et je pense que c'est un problème qui est partagé, que ce soit de la part de l'État, que ce soit de la part des citoyens, c'est partagé par tout le monde.